Il y a tant de choses à dire cette semaine que je préfère commencer par celle que j'aurais oubliée. En plus, ça me permettra d'endormir la méfiance des patrouilleurs logiciels parce que vous allez voir, les sujets du jour tournent autour de ce qui rend les hôtes internetiens de cette chronique, disons, un peu nerveux. Donc, par quoi commencer? Eh bien, d'abord par une observation de Gustave que j'ai trouvée assez juste. Comme il regarde très souvent la télévision, c'est une observation qu'il a faite à Suzanne, si je me souviens bien, à propos des talents de divination de Léon, et nous les comparions à ceux de nos gouvernants. Gustave a dit, Léon voit, devine, flaire des choses qui échappent à tout raisonnement, alors que quand on compare avec les analystes, les autorisés, qui nous prédisent aussi sans arrêt notre avenir, eux se flattent toujours de raisonner tout, de connaître à l'avance ce qui va nous arriver, parce que ça fait partie d'un plan et qu'ils sont seuls à le connaître, ce qui est normal parce que c'est eux qui l'ont dressé. Tu prends Bill Gates qui t'annonce que dans 3 4 ans, tout le monde aura une identité numérique en 3 dimensions, dans le genre mon hologramme préside la réunion, hein, mais c'est moins dur de faire le devin comme ça quand c'est toi qui finance et qui organise ce qui va arriver. Et Léon était là, il revissait un frein sur son vélo pendant que nous parlions, et il a dit, les prévisionnistes de profession, les politiques, les gens qui passent leur temps dans les colloques, essaient de déchiffrer ce que veulent l'argent, la matière, la raison, le diable en quelque sorte, la logique technologique, qui mène, comme tu dis, à l'hologramme, au non présentiel, au non humain, en fait. Et moi, j'écoute au contraire ce que veut le bon Dieu, c'est-à-dire le pas rentable, le pas logique, le présent et l'humain. Mais ce que je vous dis ne tombe pas complètement d'une révélation comme quelqu'un qui fait un rêve prémonitoire. Moi aussi, je réfléchis, mais c'est difficile de dire comment. J'ai l'impression, moi aussi, qu'il y a un plan. Et quand je vois que quelque chose va se produire, je pense au plan que j'ai deviné, et je me dis, est-ce que ça fait partie du plan de la Providence que j'ai entrevu? C'est amusant, a dit Gustave, dès que Léon a des scrupules à nous parler de Dieu, il parle de la Providence. Non, c'est la même chose, a dit Léon. Oui, je te dis pas le contraire, je dis seulement que tu peux nous parler de Dieu sans pudeur, puisque notre abonné au monde n'est pas là. Et là, Suzanne a dit, ben justement, si, il arrive, il parle avec le maire, là. Eh ben, j'ai de nouvelles fraîches, vous allez voir, c'est du lourd, mais avant qu'il arrive, Léon, vas-y, continue sur la Providence, ça m'intéresse. Non, non, j'ai presque tout dit, en fait. Non, si vous voulez comprendre, a dit Léon, à comprendre mieux, souvenez-vous que moi, très souvent, je vous prédis des choses qui empêchent les événements. Des imprévus, des changements de pied, de dernière minute, des effondrements de perspective, l'apparition de quelque chose qui change tout. Les devins, comme vous dites, voient souvent ce qui ne se fait pas ou se fait plus, ce qui échoue, alors que les prévisionnistes prétendent toujours voir ce qui va se faire. Et ils te disent, ne cherchez pas plus loin, c'est la logique du système qui veut tout ça. Et donc ils te disent sans arrêt que c'est pas la peine de lutter, c'est inéluctable. Gustave a dit, ah c'est marrant, c'est exactement ce que je voulais dire. Il y a des prétendus visionnaires du genre Bill Gates, Attali, etc., qui disent toujours, demain, que vous le vouliez ou non, ça va se passer comme ça, vous ferez ci et ça, il n'y aura plus d'argent liquide, vous ne vivrez plus dans les maisons individuelles, vous vous chaufferez comme ci et comme ça, vous utiliserez tel genre de voiture. Alors là, parenthèse personnelle, rappelons que Gustave, bouquiniste, très amateur de débats sur Internet, connaît bien les 20 ou 30 personnes dans le monde qui pratiquent ce genre de discours, et il a conclu, la grande expression de tous ces gens, et celle que reprennent les politiques qui sont à leur remorque, c'est que vous le vouliez ou non. C'est quand même fascinant parce que, comme le dit Léon, on a l'impression qu'ils obéissent et qu'ils veulent te faire obéir à une logique qu'on appelait autrefois celle du progrès, mais qui est surtout celle de la machine générale qui veut quelque chose que les hommes ne veulent pas, en tout cas pas forcément, comme quand ils sont partis par exemple à la guerre de 14, ils ne voulaient pas. Mais c'est la machine qui a décidé. Léon a précisé, il faut dire qu'ils ne programment pas la machine générale, ils l'écoutent, ils sont à l'écoute du prince de ce monde, le diable, le programmeur en chef de tout ça, de la machine terrestre, qui veut que tout soit mécanique. Et c'est vrai, comme dit Gustave, dans le discours de tous ces gens, les fameux Davos, etc., il y a des grandes phrases du genre « l'équation est simple, si nous ne faisons pas ça avant telle date, notre système est condamné ». Ils veulent dire système d'exploitation. Et ce qui compte dans leur discours, c'est le mot équation. Une équation, il n'y a qu'une seule solution. Donc, comme disait Gustave, il termine toujours par « vous n'y échapperez pas » puisqu'il n'y en a qu'une. Et toi, et je dis, assez frappé quand même par la justesse du raisonnement, c'est vrai que tu es toujours d'avis que nous échapperons à ce qu'ils veulent nous faire faire et qu'il y a toujours plusieurs solutions. Ben oui, a dit Léon, parce que moi je vois surtout ce qui n'arrive pas, je vois surtout ce qui fait mentir leur plan.
Eh bien, dit Gustave, en voyant la bonne au monde qui quittait le flanc de la camionnette du maire et qui avait son masque jusque-là, voilà notre ami, il est temps de vous annoncer un truc avant qu'il le fasse. Un coup de tonnerre hivernal dans la vie du village. Figurez-vous que notre cafetier-restaurateur, qui s'est quand même fait piquer l'épaule 3 fois depuis le mois d'avril, a chopé le gros rhume à la mode, là, quand même, malgré toutes ces précautions, ce qui va tout à fait dans le sens de ce que disait Léon. Tout était prévu dans leur monde, tu écartais les méchants comme notre écrivain ou Suzanne ou Léon qui n'ont pas le tampon, tu demandais à contrôler le téléphone des gens avec leur code à l'arrivée, et maintenant aussi l'identité apparemment, si j'ai bien compris, parce qu'il y a des fraudes, et grâce à cette formalité de la honte, tu pouvais servir des cafés à tout ce petit monde masqué qui regardait les passants de haut en disant « Tiens, voilà un tel, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu », et c'est normal, répondait l'autre, il n'a pas le code. Et bien maintenant, paf, c'est une certitude confortable qui disparaît, et je vais même te dire, il n'est pas impossible que tous ces gens, en règle et qui te méprisent en terrasse, aient invité le diable à leur table en lui disant « Viens boire un coup avec nous », et le diable, crois-moi, il avait son code. Je suis d'accord avec Gustave. Ils disent toujours, vous n'y échapperez pas. Par exemple, l'odieux ancien président là, Sarkozy te disait, vous ferez ce qu'on vous dit, que vous le vouliez ou non. Il a d'ailleurs annulé une élection européenne pour qu'on comprenne bien la leçon. Et là, sur le plan sanitaire, on assiste visiblement à une flambée du vous ferez ce qu'on vous dit. Sinon, vous allez voir. Mais la Providence fait ce qu'elle veut, donc nous aussi. On devine que la seule force de leur discours, c'est le sinon vous allez voir, parce que les justifications scientifiques ont pratiquement toutes disparu. Or, tout ça doit quand même être étayé, appuyé par l'approbation des gens. Et on ne peut pas susciter l'approbation des gens sans des résultats. Or là, les résultats sont terribles. La preuve, le bonnet neuf du village, le cafetier-restaurateur, avec toutes ses mises en garde, collées sur les vitrines, toutes ses doses, est fermé pour cause de gros rhumes à la mode. Alors, si tous les habitués du café rasent les murs maintenant avec leur masque parce qu'ils ont passé des heures chez lui la veille du diagnostic, où va-t-on? Et donc, l'abonné au monde s'est pointé avec son masque et Gustave lui a dit « Non, non, on ne nous explique pas pourquoi ton sourire est bâché de bleu, mon ami, on sait que t'étais tout le temps fourré au café récemment, mais qu'il est fermé et que le patron est dans son lit. » Et l'abonné au monde, qui comme tous les pervers narcissiques, aime bien tout savoir des autres, mais répugne à ce qu'on lui dise « je connais tes habitudes », l'abonné au monde a dit « pas du tout, d'où tu sors que je suis toujours fourré au café ?» Et Gustave avisant le jeune Vladimir qui passait en coup de vent pour nous voir quelques minutes avec sa fille et qui venait notamment demander pour sa femme quand Bernard le guérisseur reviendrait. Gustave a dit « Tiens, voilà, c'est lui, c'est Vladimir qui m'a dit que tu étais tout le temps au café. » Vladimir a le droit d'y entrer pour les mêmes raisons. Et maintenant, il a les mêmes raisons de s'inquiéter. Non, a dit Vladimir, moi je ne suis pas inquiet, je sais de quoi tu parles, j'ai réussi à échapper aux histoires de cas contact, en plus j'ai le tampon, mais j'ai surtout une copine infirmière qui a une corbeille à papier toujours mouillée, petit geste, et Gustave a dit, mais pourquoi elle met pas ça dans le lavabo? Ah non, elle dit que la fraude est devenue tellement importante en ce moment que ça pollue les rivières. En tout cas, et je dis, notre abonné au monde a réussi à échapper au cirque du cas contact lui aussi, mais il est pistonné, il a de bonne lecture, comme chacun sait. Sauf, a dit Vladimir, que le maire avec qui il parlait tout à l'heure, j'ai entendu leur conversation, lui disait le contraire, il disait qu'il fallait qu'il aille se mettre en quarantaine, au moins pour la forme. Le café est vraiment fermé, a demandé Suzanne, et Vladimir a répondu, j'ai l'impression que c'est la plus grande hypocrisie, le patron est cloîtré à l'étage, il a déclaré sa mère cas contact pour faire plaisir à la sécu, c'est fermé le soir, mais le midi, il fait manger les ouvriers qui sont d'ailleurs au black une fois sur deux. Alors tu penses bien que s'ils sont au black pour le travail, leur code QR est au black aussi. Du coup, moi, je te garantis qu'au déjeuner, il y a un tiers des gens qui sont complètement hors des clous. Là, Gustave a fait le mariole avec Albert de l'abonné au monde en lui disant « Ah, n'approche pas, espèce de pestiféré qui fréquente des établissements douteux. » Et l'autre a prétendu moi, je ne plaisante pas avec ça, hein, il en va de la santé publique, et, enfin, tout le discours habituel de troupe à lunettes qu'on lit partout. Mais nous non plus, on plaisante pas, mon gars. On est sincèrement désolé que le maire veuille te cloîtrer chez toi pour Noël. Et là, l'abonné a répondu fielleusement un truc du genre « C'est à cause des réfractaires comme toi qu'on va être obligé de rester chez soi. » Pendant ce temps, Suzanne, comme souvent, avait une autre conversation en parallèle avec moi et me disait, Bernard, son moine défroqué, là vous vous souvenez, Bernard restera à Sens pour les fêtes, d'abord parce qu'il a une nièce là-haut, ensuite parce qu'il fréquente son ancien monastère comme rebouteux guérisseur,
mais surtout comme détenteur des médicaments qu'il faut en cas de besoin. Et le pire, c'est qu'il fait tous les monastères de la région maintenant avec des boîtes préventives de ce médicament dont le nom commence par hiver, ce qui est de circonstance. Il me dit, dans les rares cas déclarés, c'est réglé en 2-3 jours. Donc si on résume, ça fait sourire quand même cette histoire. Il a été prié de renoncer à l'habit monastique parce qu'il soignait en douce, et maintenant c'est tout juste, et on ne lui demande pas de reprendre l'habit parce qu'il soigne en douce. La conversation avec l'abonné au monde a repris parce que Gustave ne lâchait pas le morceau. Il a dit aux Pays-Bas, où tout le monde est traité plein pot comme en Corée, et comme le cafetier de Campagnol, 88% qui ont reçu leurs 2 ou 3 fléchettes, ça flambe quand même, et tu sais pourquoi? Il cloître tout le monde. C'est pour faire souffrir les gens suffisamment pour pouvoir leur expliquer ensuite, oui, mais si on vous enferme, c'est à cause des 12% de réfractaires. Alors qu'en fait, maintenant, tout le monde s'en rend compte, c'est plutôt les fléchettes à répétition, là, qui font flamber le truc. Et moi, je verrais même se pointer la chose vislarde suprême, tu sais, quand les pions au collège nous disaient, puisque c'est ça, puisque vous ne dénoncez pas ceux qui ont fait ça, ceux qui ont écrit ça, ceux qui ont lancé la tricherie pendant l'interro écrite, eh ben, toute la classe sera punie le temps qu'il faudra. Léon a regretté que Christiane, la psychiatre, ne soit pas là, parce qu'il a dit que c'était exactement ça, qu'il avait raison. Là, Gustave a dit, lui, c'est le moment, Léon, de nous raconter ce que veut le bon Dieu. En plus, c'est Noël, ça nous arrangerait. Ben, le bon Dieu veut qu'ils échouent, évidemment, comme je vous le disais, pour 2 raisons. La première, c'est que visiblement, leur produit miracle est plutôt un produit maudit, et on va le voir de plus en plus. Déjà, si la vie du village est bouleversée par un café et ses 50 clients à cause d'une insuffisance du remède obligatoire, si tu multiplies par le nombre de cafés en France, ça va être dur de maintenir l'obligation, parce que les gens ne sont pas complètement stupides, surtout que maintenant on veut s'attaquer aux gamins apparemment. Du coup, ils vont se demander de plus en plus souvent, mais pourquoi ils veulent absolument que tout le monde y passe de plus en plus vite, de plus en plus souvent, de plus en plus tôt pour le rappel? Il y a quelque chose de louche là-dessous, ça sent la panique, et ils ont raison, parce que pour le coup, la Providence n'est pas du tout de leur côté. Et l'abonné au monde a eu le culot de faire de l'ironie, parce que Léon parlait de la Providence, mais Léon lui a clairement expliqué que la Providence, c'est ce qu'on appelait le karma en Inde. C'était cette mécanique à laquelle on ne peut pas échapper et qui va s'effondrer parce qu'elle est basée sur ce qui n'est pas juste et ce qui n'est pas vrai. Et il a dit à Gustave, avec Albert, qui lit Le Monde financé par Bill Gates, nous avons là un très bon exemple d'un serviteur de la machine globale. Il a passé l'année à nous dire que vous le vouliez ou non, ça va se passer comme ça. Et là, on le voit un peu piteux, ses certitudes disparaissent, il porte le masque même avec nous, il ne sait pas si malgré ses 3 fléchettes à l'épaule, comme dit Gustave, il ne va pas tomber malade quand même, comme en Corée, comme aux Pays-Bas, etc. Donc même s'il a très bien compris ce que voulait la machine, il a compris aussi que le bon Dieu a déjà envoyé des tonnes de sable dans les rouages et que tout va se déglinguer à partir de maintenant. Vladimir a dit « Ah, j'arrive au bon moment, j'ai l'impression que c'est la minute prophétique, est-ce qu'il reste du café ?» Et il a demandé si nous avions parlé de la fameuse affaire élyséenne. « Non, non, a dit Gustave, quand Christian n'est pas là, on n'ose pas évoquer les problèmes psychiatriques des élites. » Mais là, il y aurait tellement à dire. Enfin, je te rappelle que quand même cette année, les plus puissants personnages, je ne précise même pas lesquels, ont été mis en cause et parfois en examen pour avoir essayé de coucher avec des gamins ou des gamines à peine pubères, et parfois pas du tout, et parfois de leur famille, partout dans le monde, à grande échelle, et que les gens qui nous disent en ce moment, que vous le vouliez ou non, vous ferez ceci ou cela, sont ceux qui s'affranchissent de toutes les règles pour eux-mêmes, notamment dans le domaine des mœurs. Donc maintenant, c'est à nous de leur dire que vous le vouliez ou non, déjà vous allez la fermer, vous allez nous montrer les dossiers, et puis vous allez arrêter de protéger vos misérables secrets pendant 50 ans, par décret, au nom du secret défense. Déjà, a dit Gustave, ils auront du mal à nous empêcher d'aller regarder les archives sur Internet. Il y a plein de trucs qui sont tellement cons, tellement sûrs d'eux, qu'ils ont annoncé 20 fois depuis 10 ans ce qu'ils allaient faire. C'est tellement vrai ce que dit Léon. Je veux dire, ils prédisent ce qui va arriver parce que c'est eux qui le font advenir. Donc c'est facile de prédire. Il circule en ce moment un petit film où tu vois le président de la plus grosse firme pharmaceutique, dont le nom commence par PF, qui est rare, qui te dit comme ça, tranquillou, c'est bien, on a trouvé le moyen de mettre une nanopuce dans les médicaments, une puce qui nous dit quel est le statut du patient, à jour ou non, etc. Le tout avec un simple appareil de lecture. C'était il y a 3-4 ans.
Évidemment, l'abonné au Monde a dit « je veux voir la source ». Et Gustave m'a dit « je te donnerai ça, je lui donnerai ça à notre chroniqueur, mais elle est en anglais, elle est sous-titrée. Et il mettra ça sous le sujet. » Donc le mec en question, sur le petit film, il t'annonce que ton sang va charrier un message codé, lisible par un appareil extérieur. Et là, ils essaient de vendre à tout le monde, mais vraiment à tout le monde, même les bébés, un médicament obligatoire. Et on devrait croire qu'il ne contient rien de semblable. Sans ça, c'est complotiste. Eh ben, tu vois, moi, perso, j'ai un doute. Et moi, ce qui me trouble, la vie Suzanne, c'est que c'est dans tous les pays développés les mêmes trucs qui se passent au même moment. Sauf ceux dont la population est armée, a dit Vladimir, c'est curieux. À l'Australie, par exemple, au Texas, ils sont moins pressés d'imposer leurs mesures idiotes. De mon côté, j'ai dit tout le monde est troublé par des détails qui sentent l'escroquerie à grande échelle. D'abord, il y a le côté faites ce que je dis et faites-le faire à vos enfants, mais moi et mes copains dans les cocktails, on s'en fout, on se fait la bise. Et puis surtout, il y a ces témoignages de soi-disant malades que tu retrouves pendant les mêmes 3 jours en Réa à Lille et à Marseille. Donc ils payent des figurants pour témoigner, pour dire je regrette, j'aurais dû faire, etc. Eh bien, on ne paye pas des figurants si c'est pas un coup monté. Et Vladimir a dit, comme toujours, mais souvent il a raison, j'ai un copain polonais avec qui j'ai parlé longtemps et qui me disait au téléphone et qui me disait hier, aucun pass ici, pas de masque à l'extérieur, les boutiques sont ouvertes, on s'en fout, les gens vont connaître un Noël normal. Et là, l'abonné au Monde a osé dire, oui, un bon gros Noël de fasciste. Vladimir a hésité à se fâcher, mais il m'a dit, attends, pour montrer aux gens ce qu'Albert appelle un Noël fasciste, tu voudrais pas me remettre le petit film de l'année dernière, celui qui montre des enfants bien élevés dans une église de gros village, qui chantent tous Noël en jouant du violon, habillés en costume traditionnel. C'était juste histoire de faire honte à nos églises à nous. Si, j'ai dit, j'ai promis de le faire. Vous trouvez donc le lien internet en légende ci-dessous. Puis j'ai dit, c'est vrai, c'est déjà Noël dans quelques jours. Donc tout le monde a dit ce qu'il avait prévu ce soir-là. Léon allait jouer de l'orgue dans un monastère, Gustave passait la soirée chez sa fille, Vladimir allait dans sa famille, et Albert passait la soirée avec sa femme, et on lui a dit, tu as demandé quoi à Père Noël? Une boîte de FFP2. Et moi et Suzanne, nous nous sommes promis de faire un Noël musical en compagnie d'une femme esseulée, une ancienne bassiste de jazz, qui habite en bas de chez moi, et de faire une sorte de potpourri au piano, au synthé sur Internet, pour effacer la honte d'avoir une église vide, une sacristaine qui trouve que les concerts, ça dépense de l'électricité, et que c'est pas en règle avec les assurances. Et que d'une manière générale, la musique, ça nuit à la prière, etc. C'est elle qui disait pendant le confinement à la messe, les personnes qui désirent communier sont priées de ne pas dire amen pour éviter les projections sur le prêtre. Donc regardez le petit film polonais que Vladimir m'a suggéré de vous remettre, et vous pourrez faire la comparaison avec un grand pays chrétien européen. Quand il dit que nous serons sauvés par le bloc de l'Est, on comprend en 3 secondes que c'est vrai. Et là, Gustave m'a dit, je vais te donner un autre lien, italien cette fois, que tu mettras aussi, s'il te plaît. C'est un concert de Celentano à Vérone. Et là, tu verras, et tes abonnés verront ce que c'est qu'un vrai peuple, pas un empilement de communautés. Quand 8000 personnes entonnent la chanson à ta place, c'est que la nation la connaît par cœur et elle est une famille, ce que la France était il n'y a pas si longtemps. Mais c'est en train de revenir, je le sens, je le devine. Les membres de la famille sont en train de se compter, ils s'apprêtent à entonner la même chanson. Et on sentait bien qu'il allait lancer Léon sur le sujet Philippe de Villiers, mais non. Léon nous a surpris là, comme d'habitude, en nous disant « Je ne sais pas de quoi il s'agit, mais il va se passer un truc mardi 21, donc demain. » Déjà, ce sera l'hiver, a dit Gustave. Oui, mais pas que. Je précise, a dit Léon, que Gustave m'a déjà montré le film du concert de Celentano à Vérone et que le sujet de la chanson a un rapport avec ce que je vais dire. En français, c'est une chanson de Françoise Hardy qui s'appelle « La maison où j'ai grandi ». Mais c'est une adaptation, en fait, d'une version originale italienne. Et dans la version italienne, c'était un gamin qui partait à la ville pour travailler et quand il revenait, il n'y avait plus que du béton. Eh bien, aujourd'hui, on dirait qu'il n'y a plus que des réseaux du virtuel, des gens qui travaillent en non présentiel. Donc ça veut dire que le sujet du progrès qui dévore les gens est dans toutes les têtes depuis les années 60, la déshumanisation. Et là, avec ce qu'on vient de dire, on sent bien qu'on est arrivé au bout du déshumain, puisqu'on va vers le transhumain. Ils songent à enfermer dans des camps de concentration les millions de gens qui n'ont pas reçu la fléchette, comme dit Gustave. C'est que le système est aux abois. En fait, il est déjà mort. Et est-ce que ça a un rapport avec ce qui va se passer le 21? Et je demandais, et là il m'a répondu, ma seule certitude, c'est qu'il va se passer un truc déterminant.
Je sais que l'inventeur du Bitcoin, par exemple, ou le club d'inventeurs, parce qu'ils sont plusieurs, on ne sait toujours pas, va parler mardi. Il a annoncé pour la première fois depuis 13 ans. Je ne vous raconte pas tout, mais il se passe en ce moment des choses passionnantes dans les cryptos. C'est la grande lutte entre les banques, les banques, les États qui veulent accaparer cette création monétaire sauvage pour la soumettre, et les autres, les créateurs, qui disent que si l'argent c'est le pouvoir, c'est par la crypto libre qui va passer pour rester libre. Mais l'événement du 21, ça peut être, a dit Léon, et là il nous a scotché, comme dit Gustave, l'orage solaire dont je vous parlais. Et là, plus de crypto, ce qui serait assez conforme aux prophéties de Noé, plus aucun programme électronique, ou tellement aléatoire qu'on ne pourra plus s'en servir. Et là, l'abonné au monde a dit un truc puéril, il a dit « Toi aussi, tu perdrais tes programmes, il n'y a pas que nous. Tu aurais l'air fin, a-t-il dit, tu pourrais même plus gagner ta vie. » Et Léon a répondu « Moi, je ne perdrai pas mon programme interne. Je verrai la musique et la géométrie de la même façon dans ma tête, parce que mon esprit ne dépend d'aucun réseau et n'est pas sensible au magnétisme solaire. » Et là, l'abonné au monde a dit « Mais c'est pareil, ton esprit ou les réseaux. Si on te fait un électrochoc, tu n'auras pas les idées bien claires, crois-moi. » Mes amis, en ce moment, le diable et le bon Dieu sont en train de discuter devant vous, à travers nous. Notre ami Albert nous parle là exactement comme Sarkozy, Bill Gates, Attali, le petit Macron et toute la clique. Vous y viendrez, nous on sait ce qui vous attend, demain vous ferez ceci et cela, vous n'y échapperez pas. Et les gens comme moi répondent, je m'en fous, je garde en moi le sens de la musique, de la géométrie, de la poésie, comme une cathédrale secrète, une cathédrale enterrée, et ils répondent par la voix d'Albert, nous pouvons pénétrer à l'intérieur de votre cathédrale pour détruire. Mais non, Albert ne voulait pas dire ça, et je dis devant la gravité quand même de l'accusation, non, Albert lui-même ne sait pas ce qu'il dit, mais quelque chose le lui a fait dire. C'est la même chose, la même puissance secrète qui veut, en ce moment, qui exige que tu prennes rendez-vous 3 ou 4 fois par an pour te faire piquer. Ils veulent détruire ta cathédrale intime, ils veulent faire sauter les portes, et nous saurons bientôt, très bientôt, pourquoi ils ne le pourront pas. Et là, pour alléger un peu l'atmosphère, Gustave a conclu par l'une de ses phrases parodiques où il prenait l'accent local pour montrer que c'était une citation en quelque sorte. Il a dit « Remarque, je ne dis pas que tu as tort, je dis que moi je ne l'ai pas vu. » À bientôt, merci.